musée de la préfecture de police de Paris. Dans ses vitrines, la collection d'objets la plus incroyable de l'histoire de la criminalité en France. L'œilleton dans lequel le docteur Petiot regardait agoniser ses victimes, la cordelette qui servit à étrangler l'huissier Gouffé, la chaudière de Landru. Couteaux, revolvers, matraques, toutes ces armes ont été utilisées pour commettre les crimes les plus abominables. À partir du 19e siècle, les policiers font appel à la science pour résoudre leurs enquêtes. L'anthropométrie, l'étude de l'iris humain, la graphologie et la morphopsychologie sont utilisées. Dans les archives du musée, les comptes rendus d'enquête, les scripts des interrogatoires, les croquis des scènes de crime vont nous emmener sur la piste sanglante des plus grands meurtriers de l'histoire. En 1949, la France, abîmée par la Seconde Guerre mondiale, porte toujours les stigmates de cette souffrance. Dans les campagnes, les actes de délation pendant l'occupation sont encore présents dans les esprits. Les rancunes sont persistantes. Loudun, une petite ville dans la Vienne, est un digne représentant de ce clivage. La rumeur qui court en ce mois de novembre 1949 est que Marie Bénard, une cultivatrice de 53 ans, aurait empoisonné son mari à l'arsenic. Ce dernier est mort le 25 octobre dans d'atroces souffrances. Avant d'expier, il aurait révélé la vérité à Madame Pintou, la postière. Léon est un homme simple, mais un riche propriétaire terrien. Pour Marie Bénard, c'est le jackpot. Elle rafle tout l'héritage de son deuxième époux. En effet, son premier mari est décédé très jeune. Et autour d'elle, c'est l'hécatombe. Toute sa famille meurt en peu de temps. La police est alertée et mène l'enquête. Et si Marie Bénard était une veuve noire? Empoisonnement, incendie criminel, cambriolage vont rythmer le quotidien de Loudun. Une ville au passé trouble, qui en 1632 fut le spectacle de la folie des hommes. En effet, c'est sur la place de la ville qu'Urbain Grandier, un prêtre, fut brûlé vif pour acte de sorcellerie. Un drame connu sous le nom de l'affaire des diables de Loudun. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien de l'affaire Marie Bénard dont on se souvient. Cette grande affaire criminelle a d'ailleurs inspiré de nombreux réalisateurs. En 1986, Yves-André Hubert réalise l'affaire Marie Bénard avec Alice Sapritch. Puis en 2006, c'est Christian Faure qui réalise Marie Bénard l'empoisonneuse avec Muriel Robin. Alors Marie Bénard est-elle une empoisonneuse ou, comme on l'a surnommée, la bonne dame de Loudun? Au cours de l'été 1947, à Loudun, dans la Vienne, Léon Bénard, 53 ans, un cordelier, est très malade. Cela fait plusieurs jours qu'il est alité et il souffre d'horribles vomissements verdâtres. Ces terribles douleurs le terrassent depuis un repas chez sa belle famille. Le docteur Gallois exclut une intoxication alimentaire, car tous les convives sont en bonne santé. Il diagnostique une crise de foie, mais la prise de sang de Léon révèle un taux très élevé d'urée, 1,41 g. À ses côtés, sa femme Marie s'occupe de lui, aidée par son domestique, un ancien prisonnier allemand du nom de Dietz. Ils sont assistés par Madame Pintou, la postière du village. Plus qu'une amie de la famille, cette veuve n'est autre que la maîtresse de Léon. Marie les a en effet surpris dans une position qui ne laisse aucun doute quant à la nature de leur relation. Le 25 octobre 1947, Léon Bénard meurt d'une crise d'urémie. Marie a 53 ans et elle se retrouve veuve pour la deuxième fois. Elle est seule, mais riche. En effet, en plus de son patrimoine important, elle hérite de celui de son mari et se retrouve à la tête d'une belle fortune. Elle possède 7 maisons, 2 fermes, un hôtel, un café et plus de 70 hectares de terre, pour un total de 10 millions de francs.
On est dans une époque de toute façon qui est assez sombre, hein. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. On est dans une petite ville où beaucoup de gens sont encore miséreux parce qu'on sort tout juste des tickets de rationnement. Et Marie et Léon, le couple Bénard, est un couple qui vit bien et donc qui fait des envieux. Ils sont enviés par leur réussite et par leur patrimoine. Donc c'est vrai que la méchanceté vient rapidement s'incruster dans les zones d'ombre. Est-ce la jalousie ou la culpabilité qui va pousser Madame Pintou, l'ancienne maîtresse de Léon Bénard, à révéler l'horrible vérité qu'elle seule connaît? Elle se confie au frère Massip, châtelain et propriétaire du château de Montpensier. Elle déclare qu'avant la mort de Léon, ce dernier lui a fait une confidence. « Ma pauvre, je suis perdue. On m'a fait absorber du poison. »« Ce n'est pas possible. »« Mais si. » »« Qui aurait fait ça? L'Allemand? » ?»« Non, c'est Marie. Lors du dernier repas que nous avons fait en quittant les lits bourreaux, il y a quelques jours, j'ai remarqué qu'il y avait du liquide dans l'assiette où ma femme allait me servir de la soupe. Une demi-heure après avoir mangé, j'ai été très malade, j'ai vomi. » Abasourdis par la nouvelle, les frères Massip conseillent à Madame Pintou de tout raconter à la police, mais elle refuse. « Je ne veux pas faire d'histoire. Seul le bon Dieu peut juger. » Après quelques jours de réflexion, Auguste Massip prend la plume et écrit au magistrat de Loudun. Une enquête est menée, mais elle ne débouchera sur rien. Presque un an plus tard, le 17 octobre 1948, le château de Montpensier est en feu. L'origine de l'incendie est rapidement éludée. C'est un petit garçon de 6 ans dont les parents travaillent au château qui en est l'auteur. Cependant, M. Massip, très procédurier, va porter plainte contre Marie Bénard. Il s'explique. « Tout d'abord, j'ai cru à un incendie par imprudence. Mais une quinzaine plus tard, certains propos recueillis dans le voisinage me donnèrent lieu de penser que le sinistre dont j'avais été victime était en réalité dû à la malveillance. C'est certainement pour se venger, pense-t-il, suite aux accusations d'empoisonnement. D'ailleurs, la rumeur accuse Marie Bénard d'avoir tenu des propos menaçants en formulant le souhait qu'il lui arrive un grand malheur. 8 jours après l'incendie, on lui rapporte qu'elle avait commenté le sinistre en disant « Il lui en arrivera bien d'autres ». Les policiers enregistrent la déposition, mais les preuves de la culpabilité de Marie Bénard ne sont pas suffisantes. Le dossier reste en suspens. Marie Bénard apprend les rumeurs qui courent sur elle, mais elle n'y prête pas attention. Les ragots sont monnaie courante à Loudun. Dans un premier temps, elle prend ça un peu par-dessus la jambe. Déjà, les lettres anonymes courent un peu dans tout Loudun. Elle en reçoit, son mari en reçoit. La première lettre anonyme qu'elle reçoit, c'est le jour de son mariage, ce qui est quand même pas très agréable, mais bon, ça va au feu. Ensuite, elle reçoit une lettre anonyme lui expliquant que son mari la trompe avec un tel, avec une telle, une telle. Bon. Après, c'est son mari qui reçoit une lettre en disant que c'est elle qui le trompe avec un tel, un tel. Enfin, tout ça, pour elle, c'est de la rigolade, les lettres vont au feu, et elle y prend pas plus attention que ça. Et du coup, quand la rumeur commence à monter, pour elle, c'est de la même famille, tout ça, ça continue. Tout ce qui se raconte dans le village, tous ces corbeaux qui envoient des lettres, bon, elle pense que ça n'ira pas plus loin. Le 5 janvier 1949, le domicile de Madame Pintou, l'ancienne maîtresse de Léon, est cambriolé. Fait étrange, seuls les objets offerts par la famille Bénard ont disparu. C'est un cambriolage bizarre, où rien n'a été volé, où on a juste a priori voulu faire peur à Madame
Pintou. Ce qui est sûr, par contre, c'est que suite à cette affaire, Marie décide de vendre la maison dans laquelle vit Mme Pintou, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus d'être une amie, elle est hébergée soit à titre gracieux, soit avec un loyer très modeste, donc par le couple Bénard. Et donc, une fois que l'affaire commence à sortir, Marie, sous prétexte d'avoir besoin d'argent, décide de vendre à un de ses fermiers la maison dans laquelle vit la postière et la même manu militari dehors. Le butin est retrouvé dans la région, mais Madame Pintou va porter plainte contre Marie. Pour elle, il n'y a pas de doute, c'est elle l'instigatrice du cambriolage. En se confiant à Monsieur Massip, elle est devenue un témoin gênant et Marie veut forcer son départ. Pour le commissaire Noquet et les inspecteurs Normand et Chaumier, le dossier tient la route. Afin de cacher l'empoisonnement de son mari, Marie Bénard est prête à tout pour faire disparaître les seuls témoins du meurtre. Le parquet de Poitiers donne l'ordre d'exhumer le corps de Léon Bénard. Le 11 mai 1949, l'exhumation se fait en présence de Marie. Elle est scandalisée et le clame haut et fort. « Mon pauvre mari, on ne peut donc pas le laisser dormir ?» On pratique l'autopsie dans une ancienne chapelle qui se dresse au centre de la nécropole du cimetière. Les viscères sont prélevés, placés dans des bocaux scellés et envoyés pour analyse au laboratoire de police scientifique du docteur Bérou à Marseille. Le docteur Bérou a utilisé deux types d'analyses. Il a utilisé la méthode de Marsh et la méthode de Cribier. La méthode de Marsh a été inventée par James Marsh en 1838, après une affaire similaire à celle de Marie Bénard. Elle consiste à introduire dans un tube du zinc, de l'eau et de l'acide sulfurique, et puis ajouter à cela le liquide suspect. Et si ce liquide contient de l'arsenic, il va se former un gaz hydrogène arsenié qu'il est possible d'identifier par différentes méthodes. Donc, par exemple, on peut faire passer ce gaz hydrogène arsenié dans un tube qui contient de l'amiante. Et si on chauffe ce tube, il va se former des anneaux métalliques d'arsenic. Et il est possible d'identifier ces anneaux métalliques d'arsenic à l'œil. 2 mois plus tard, le 19 juillet 1949, le tonnerre éclate. Les résultats de l'analyse sont formels. Léon Bénard est mort empoisonné. Il a subi une intoxication lente, précipitée par une intoxication aiguë. Marie Bénard ne peut plus nier les faits, et pourtant elle clame toujours son innocence. Sa personnalité intrigue. Est-elle la bonne dame de Loudun, comme certains la décrivent, ou une dangereuse empoisonneuse? Qui est-elle donc vraiment? Elle est née en 1896, un 15 août, c'est pour ça qu'on la prénomme Marie. Elle naît dans une famille de paysans dont la mère a eu 2 enfants mort-nés. Donc quand elle arrive, c'est le petit trésor de ses parents. Mais le petit trésor de ses parents, mais ce sont des paysans. Donc ça veut dire que dès son plus jeune âge, elle travaille au champ, elle s'occupe des animaux, elle travaille dur. Et en plus, elle aime ça. Marie n'a pas beaucoup d'amis à l'école. Les autres élèves la décrivent comme vicieuse, flatteuse, filoute et menteuse. Elle a 18 ans en 1914. Les hommes partent à la guerre, les femmes les remplacent au champ. Parmi les mobilisés, Auguste Antigny. Marie l'aime bien, c'est un cousin germain. Ils se marient le 12 avril 1920. C'est vraiment son premier amour, mais ça restera son grand amour. Quand il meurt, elle l'appelle, elle parle de son ange adoré. Il restera son ange adoré. C'est vraiment ça a été l'amour de sa vie. De santé fragile, Auguste meurt de la tuberculose en 1927. Veuve à 30 ans, avec un petit héritage, l'avenir paraît mal engagé pour Marie. Pourtant, quelques années plus tard, en rendant visite à sa cousine Madame Vérité, qui habite Loudun, elle tombe sous le charme de Léon Bénard, un de ses locataires. Il est cordelier. Elle a 32 ans, il en a 36. Ils se marient le 12 août 1928. Marie, c'est une personne qui aime l'argent. Elle s'est mariée avec Léon
peut-être par amour, en tout cas ils se sont bien trouvés, ça c'est sûr, mais aussi par intérêt. En épousant Léon, elle épousait aussi la richesse de la famille de Léon. La famille de Léon a beaucoup de biens, ce qui provoque d'énormes tensions au sein du clan Bénard. Le partage des différents héritages provoque de vifs conflits, et d'ailleurs les parents de Léon ne seront pas présents le jour de son mariage. Contre vents et marées, Léon et Marie Bénard s'installent dans une petite maison de Loudun. Ils travaillent tous deux dans la cordellerie de Léon. Ils s'entendent bien et les amis sont nombreux à leur rendre visite. Notamment une certaine Madame Pintou, la postière de Loudun, qui va devenir la meilleure amie de Marie, mais aussi la maîtresse de Léon. Sur Louise Pintou, c'est difficile parce que cette femme est compliquée à cerner. Donc, elle s'est incrustée dans la maison, elle est devenue l'amie intime de Marie. Quand Marie a été malade, elle s'est occupée d'elle. Marie Bénard a en effet subi une hystérectomie. Elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Lorsque Marie s'aperçoit que Louise est devenue la maîtresse de son mari, elle se dit, bon, de toute façon, il m'aurait trompé, il faut bien, c'est un homme, il a besoin d'une femme. Bon, à la limite, si c'est Louise, c'est mon amie, ça sort pas de la maison, c'est comme si ça se passe en famille, les voisins s'en apercevront moins, enfin voilà. Mais malgré tout, je pense que là, il y a une cassure. Bien évidemment, c'est plus son amie de cœur comme elle pourrait l'avoir, comme elle l'avait avant. Le jeune Alfred Dietz, le domestique, serait aussi au cœur des tensions entre les deux femmes. Les deux femmes vont avoir des sentiments un peu ambigus par rapport à Adi. Marie va toujours dire que pour elle, c'est l'enfant qu'elle n'a jamais eu. Cet enfant de 20 ans, c'est son fils. Bon. Louise Pintou, elle lui tourne un peu autour, elle est un peu... elle lui a jamais sauté dessus, mais bon, elles ont l'une et l'autre des sentiments un peu ambigus envers ce garçon. Cette rivalité aurait-elle poussé Marie Bénard à tuer son mari? Léon Bénard s'est-il vraiment confié à Louise Pintou à propos de la soupe empoisonnée à l'arsenic? Le 21 juillet 1949, Marie et son domestique allemand Dietz sont emmenés par le commissaire Noquet à Poitiers. S'ensuit un interrogatoire serré. La police semble connaître des renseignements intimes de sa vie, notamment une relation extra-conjugale qu'elle aurait eue avec lui. En effet, les voisins et visiteurs de la maison Bénard ont été témoins d'actes et de situations ambiguës. Monsieur Baraudon raconte « Il est exact que j'ai vu Madame Bénard et le prisonnier allemand s'embrasser dans la rue, puis dans la voiture, alors que je lui apprenais à conduire. Monsieur Bénard m'avait dit à ce sujet « Depuis que le prisonnier est chez moi, je ne suis plus rien dans la maison. » Un ancien domestique raconte aussi à la police le comportement équivoque de Marie Bénard. Quelques jours après mon arrivée, alors que je me trouvais seul avec Madame Bénard dans le jardin situé à la corderie, occupée à arroser, celle-ci s'approcha de moi. Elle me confia alors que tous les jeunes domestiques qu'elle avait employés avaient l'habitude de l'embrasser chaque soir avant de se coucher et chaque matin en se levant. J'ai compris qu'elle voulait que je m'amuse avec elle, ce que je n'ai pas fait. Par la suite, Madame Bénard ne m'a fait aucune autre avance. Marie Bénard et Alfred Dietz sont ensuite conduits au cabinet de Monsieur Roger, le juge d'instruction. Interrogée sur l'empoisonnement de Léon, Marie nie les faits. Le juge ne la croit pas, il l'inculpe pour homicide volontaire. Dietz, lui, est relâché. Marie est enfermée à la prison de Pierre-Levé, à Poitiers. La police ne s'en doute pas encore, mais débute en cet été 1949 une des plus longues affaires criminelles du siècle. Ce qui inquiète en premier lieu les inspecteurs, c'est le nombre impressionnant de morts dans l'entourage de Marie Bénard. Tout comme Léon, une fois que l'enquête va être débutée, on va suspecter des morts non naturelles pour les autres membres de sa famille. Pour autant, tout comme le médecin de famille avait dit que Léon était mort d'urémie, les autres morts, avant cette enquête, ne sont pas suspectes. Donc initialement, on pense que Marie n'a pas de chance, qu'effectivement elle vit beaucoup de deuil dans une période assez rapprochée. Et puis finalement, en exhumant tous ces autres corps, il y a le même problème qu'avec le corps de Léon, on retrouve des doses d'arsenic bien trop importantes
importante par rapport à ce qu'on devrait trouver dans un corps qui est enterré depuis X temps. 1er juillet 1927. Auguste Antigny, 33 ans, cousin et premier époux de Marie, est déclaré mort de tuberculose. Exhumé, on découvre dans ses restes 6 mg d'arsenic. 22 août 1938, Marie Lecomte, née Labrèche, 86 ans, grande-tante par alliance de Marie Bénard, meurt de mort naturelle. Ses restes exhumés révèlent 35 mg d'arsenic. 14 juillet 1939, Toussaint Rivet, 64 ans, ami des époux Bénard. Là encore, dans ses restes, on découvre 18 mg d'arsenic. 27 décembre 1941, Blanche Rivet, née Lebeau, 57 ans, veuve de Toussaint Rivet, officiellement décédée d'une aortite. Ses restes contiennent 30 mg d'arsenic. 14 mai 1940, Pierre Davaillot, 78 ans, père de Marie Bénard, mort de congestion cérébrale. Ses restes contiennent 36 mg d'arsenic. 19 novembre 1940, Marcelin Bénard, 78 ans, beau-père de Marie Bénard. Ses restes contiennent 48 mg d'arsenic. 16 janvier 1941, Marie-Louise Bénard, née Gouin, 68 ans, belle-mère de Marie Bénard. Ses restes contiennent 60 mg d'arsenic. 27 mars 1941, Lucie Baudin, née Bénard, 45 ans, sœur de Léon Bénard, retrouvée pendue chez elle. Ses restes contiennent 30 mg d'arsenic. 1er juillet 1945, Pauline Bodino, née Laleron, 88 ans, cousine de Léon Bénard. Ses restes contiennent 48 mg d'arsenic. 9 juillet 1945, Virginie Laleron, 83 ans, sœur de Pauline Bodino. Ses restes contiennent 20 mg d'arsenic. Le 16 janvier 1949, Marie-Louise Davaillot, née Antigny, 71 ans, mère de Marie Bénard. Ses restes contiennent 48 mg d'arsenic. Là, c'est du grand guignol. Les corps sont malmenés, on en déplace un pour en mettre un autre. Par exemple, on exhume Marie-Louise, la mère de Marie, mais pas son père. Mais comme le cercueil gêne, on le pousse. Quand quelques temps plus tard, on dira « mais pourquoi pas le père ?» Donc on va aussi exhumer le père. Et là, on retrouve un crâne sur la tombe, posé comme ça, avec des débris de cheveux, des débris de l'oreiller. Et les fossoyeurs expliquent en disant « oui, mais comme le cercueil gênait, on a dû tout pousser pour pouvoir débloquer le cercueil de la maman. Et comme c'est en très mauvais état, tout ça a été pourri, on a posé les trucs. Mais on vous assure que c'est lui, hein, c'est nous, on l'a posé là. Donc c'est vraiment Pierre Davaillot qui était là. Bon. Avec Léon Bénard, Marie Bénard est accusée d'avoir empoisonné 13 personnes. La presse s'empare de l'affaire et Marie Bénard devient l'empoisonneuse de Loudun. La ville de Loudun est envahie par les journalistes et les curieux. Monsieur Massip, le châtelain, est interviewé par le journal Le Détective. Madame Pintou, ainsi que de nombreux villageois, le sont aussi. Si au début de l'enquête subsistaient quelques doutes chez les proches de Marie Bénard, ils sont aujourd'hui convaincus de sa culpabilité. Deux mobiles paraissent évidents au magistrat instructeur. Tout d'abord, l'argent. Marie Bénard ayant directement ou indirectement recueilli par héritage les biens de toutes ces personnes. Le deuxième mobile serait la passion. Marie Bénard ayant, probablement, noué une relation particulièrement intime avec son domestique allemand, Alfred Dietz. Consignés en détail dans l'acte d'accusation, tous ces éléments conduisent à l'inculpation de Marie Bénard pour empoisonnement, avec la circonstance aggravante de parricide et de matricide. Le procès s'ouvre en février 1952 au palais de justice de Poitiers. Une foule considérable se précipite à l'entrée. Marie Bénard, vêtue de noir, descend d'un fourgon. Elle a le visage dissimulé sous un foulard et s'engouffre dans le palais de justice sous les huées de la population. « À mort, la donneuse de poison, à mort !»
Quand elle arrive au procès, elle est mitraillée par les journalistes. Elle ne s'attend pas à ça, elle ne sait plus où se mettre. Alors elle s'est habillée avec une jupe noire, un petit corsage blanc. Elle a des gants qu'elle a tricotés elle-même dans sa cellule pour avoir l'air correct. Et puis elle a sa mantille noire, comme on va la voir sur toutes les photos qui vont paraître. Et là, on va parler d'elle vraiment. C'est la mantille noire qui va faire parler d'elle d'une manière. Elle a voulu se donner un genre, elle a voulu avoir l'air d'eux, puis regardez comment elle a l'air, machin et truc. Alors que c'est juste la mantille qu'elle met le dimanche pour aller à la messe depuis qu'elle est en prison, et ça lui semble faire habiller. Marie est défendue par maître Albert Gautrat, maître Ayot, ainsi que maître Ducluseau. Le procès débute par les témoignages accablants des habitants de Loudun. Pour Madame Baraudon, Marie n'a pas voulu appeler le médecin quand son mari était au plus mal, ce qui est suspect. Pour Madame Vérité, son café avait un goût de savon. Madame Rossignol, une sage-femme, rapporte que Marie lui avait conseillé d'empoisonner son mari à l'arsenic. Monsieur Quintard corrobore d'ailleurs l'accablant témoignage de Madame Rossignol. Le père Toussaint affirme qu'en plus d'être une empoisonneuse, c'est elle, le corbeau de Loudun. Faisant preuve d'un acharnement inouï, l'inculpé persiste à contredire ses témoins, traitant les uns de malveillants, qualifiant les autres de menteurs. Mais l'ennemi numéro 1 de Marie n'est pas encore rentré en scène. Il s'agit du docteur Bérou, le toxicologue qui a analysé les organes des 12 victimes. Donc, c'était la première fois que l'on allait débattre de ces prélèvements et de ces expertises. Alors, il y avait eu un désordre fou. On avait prélevé 11 bocaux, mais le professeur Beyroud n'en avait reçu que 10. Il en manquait un. Il y avait eu un tel désordre que on avait fait un prélèvement sur lequel on analysait à la fois un morceau de cervelle, un morceau de foie et des ongles. Alors tout ça a éclaté pendant le procès de 1952 et compte tenu de la superbe de l'expert, il y a eu cette grande scène qui est donc le tournant du procès de 1952 où devant l'assurance du professeur Beyroud, Albert Gautrat, qui était un avocat de Paris, a mis au défi le professeur Beyroud qui avait expliqué qu'il pouvait à l'œil nu déceler la présence de produits toxiques en lui présentant 6 éprouvettes et en lui demandant dans lesquelles il y avait l'anneau spécifique que révélait la méthode de Marsh. Et le professeur Beyroud a répondu « c'est très simple, celui-ci et celui-ci ». Et Gautrat lui a dit « voilà, les 6, aucun ne contient de produits toxiques. Les anneaux qui sont sur ces éprouvettes sont des anneaux d'antimoine et non pas des anneaux d'arsenic. » À la suite de ce retournement de situation, c'est la débâcle dans la salle d'audience. Alors là, il y a eu un grand effet d'audience. René Ayot, qui était l'autre avocat de Marie Bénard, s'est écrié dans la salle « Monsieur l'expert, vous êtes jugé ». Grand témoin chez les journalistes et dans le public. L'accusation a compris que c'était fini, où le procès s'effondrait, où il fallait rebondir. Et c'est là qu'il y a eu cet arrêt qui a été rendu le 25 février 1952, qui a nommé 4 experts, ou plutôt un expert principal, le professeur Pied-de-Lièvre, et 3 experts, le professeur Conabrest, le professeur Griffon et le professeur Fabre. La confusion des experts, les troubles qui ont entaché l'audience provoquent le renvoi du procès. On attendra les nouveaux rapports des professeurs. Le docteur Bérou, éprouvé par cette journée, va chuter en sortant du tribunal. Blessé à la jambe, il ne se représentera plus devant la cour. Le docteur Bérou n'a pas fauté, selon moi. Le docteur Bérou a réalisé son expertise, il a des résultats et il présente ses chiffres.
Simplement, où il a été confondu, et quelque part, c'est plutôt l'avocat de Marie Bénard de la défense qui a gagné le pas, c'est qu'il s'est vanté. Et là, il a effectivement été confondu et ça a créé un grand doute au tribunal. Je suis expert à la cour, on est formé justement pour dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et ne pas dire aussi au-delà où on ne va pas inventer. Ou alors on utilise des phrases de précaution et de toute façon c'est entendu. On ne dicte pas la justice, on est là pour répondre à une question. On peut dire oui, effectivement, il y a tant de milligrammes d'arsenic chez un tel, et compte tenu des quantités, c'est compatible avec une intoxication. En attendant le prochain procès, Marie Bénard retourne à la prison de Pierre-Levé à Poitiers. C'est une détenue modèle, propre, serviable et disciplinée. Elle aide à de petits travaux administratifs ou bien lave les carreaux dans les couloirs. Cette vie carcérale va être émaillée de 2 incidents. Le premier, on veut absolument des aveux que Marie se refuse de faire jusqu'à présent. Et donc, le commissaire Noquet va se dire « Tiens, je vais essayer de prendre par surprise Marie ». Et il va venir au petit matin dans sa cellule pour essayer justement de lui extirper ses aveux. Il se dit qu'en la sortant de son sommeil, peut-être qu'elle va réagir différemment. Ce qui est complètement illégal. Il s'avère en fait qu'un journaliste avait surpris une conversation entre la police et des magistrats et a su ce qu'allait se tramer et a donc averti l'avocat de Marie Bénard qui est arrivé juste à temps et qui a demandé à sa cliente de se taire. Ça, c'est le premier incident. Et le deuxième incident, c'est celui qu'on appelle des moutons. C'est-à-dire que toujours en voulant extorquer ses aveux à Marie, on va essayer une autre méthode. Et en fait, cette autre méthode, ça va être ses co-détenus vont essayer de lui faire écrire une lettre dans laquelle elle avouerait ses crimes pour être aidée par des malfrats. Elle va finalement céder à cette tentation, on va retrouver cette lettre et Marie contestera toujours avoir écrit « je suis coupable », elle disant qu'elle a écrit « je ne suis pas coupable » et qu'on aurait effacé le mot « pas ». Pendant ce temps-là, la ville de Loudun reste le terrain d'investigation favori des scientifiques, qui procèdent à de nouveaux prélèvements dans le cimetière, ainsi que des journalistes qui continuent de mener l'enquête. On apprend dans le journal Détective du 12 décembre 1949 que Marie Bénard savait très bien manier l'arsenic. En effet, elle s'en était déjà servie pour tuer Castor, le chien de ses parents. Un cultivateur interrogé par le journaliste se fait prendre en photo sur le lieu du crime. Si ce témoignage n'a aucun impact sur l'enquête, il n'en reste pas moins que Marie Bénard dispose d'une très mauvaise réputation. Elle est comparée à la marquise de Brinvilliers, célèbre empoisonneuse du XVIIe siècle. Le journaliste conclut son article par des mots violents. Donc, en 1940, le démon femelle savait comment donner la mort à des êtres vivants au moyen du poison et comment se procurer le dangereux produit sur le champ, d'une minute à l'autre. Les empoisonneuses, elles font peur parce que, d'une certaine manière, elles incarnent l'envers de la féminité idéale. Hein. Elles renversent l'image de la femme donneuse de vie et l'image de la mère nourricière. C'est pour ça qu'elle fait peur. C'est le stéréotype de la sorcière qui est réactivé avec Marie Bénard. Et puis ça tombe bien parce que l'affaire Bénard, c'est à Loudun. Et à Loudun, il y a eu un précédent, hein, c'est-à-dire ce cas de possession diabolique, l'affaire Urbain-Grandier. Et donc, évidemment, voilà, c'est la petite ville qui permet cette réactivation de l'image de la sorcière, hein, qui s'ancre dans le passé diabolique de la ville de Loudun. Et puis,
Alors, Marie Bénard, sorcière, je crois qu'il faut avoir en tête le choc qu'a pu être l'apparition de Marie Bénard dans le box des accusés, avec une stature très importante, une masse, dans un manteau de fourrure noire, avec la mantille noire, avec un visage extrêmement austère. Et les journalistes parlaient à l'époque de son regard inqualifiable. Le 26 juin 1952, afin d'évaluer son état psychiatrique, Marie Bénard est envoyée à Paris et incarcérée dans la prison de la Petite Roquette. Dès son arrivée dans la célèbre geôle, elle manifeste son contentement à la vue des bonnes sœurs qui sont en charge de sa surveillance. « Nous nous entendrons à merveille, je suis si pieuse », dit-elle. C'est les médecins Brousseau, Cellier et Léniel-Lavastine qui vont procéder à son analyse psychiatrique. Après 2 mois et demi d'observation, leur rapport conclut à la responsabilité totale des actes de Marie Bénard. Elle reprend la route de Poitiers. En mars 1954, commence le nouveau procès à la cour d'assises de Bordeaux. Marie a été transférée au fort du Ha, la prison de Bordeaux. Aux 3 avocats du procès de Poitiers, maître Gautrat, Ayot et Ducluseau, vient s'ajouter une jolie femme blonde de 43 ans, maître Favreau-Colombier. Elle plaide à Bordeaux depuis 20 ans. Le nombre de victimes a été revu à la baisse. Il n'y aurait plus que 6 victimes imputées à Marie Bénard. La défense a obtenu des nouvelles conditions d'expertise, notamment ce nombre de cadavres sur lesquels on a fait une expertise a été modifié puisque un certain nombre de viscères du coup avaient été mélangés, mal manipulés, tout ça. Et donc on ne pouvait plus s'en servir. En tout cas, la défense a obtenu qu'on ne s'en serve pas comme preuve. Mais ce qui va marquer le procès, c'est la déclaration de l'expert psychiatre, le docteur André Cellier, qui affirme « Marie Bénard est normale, tellement normale qu'elle est anormalement normale. » Une nouvelle bataille d'experts va avoir lieu. Les analyses toxicologiques réalisées par les professeurs Fabre, Cohn-Abrest et Griffon, qui ont fait appel à la pile atomique Zoé pour relever la radioactivité de l'arsenic, démontrent une présence anormale d'arsenic dans les prélèvements effectués lors de l'exhumation des cadavres. Mais une fois de plus, des erreurs dans leur rapport ainsi qu'une confusion au niveau des prélèvements incitent les magistrats et jurés à demander un complément d'information. Au fil des jours, l'atmosphère électrique de cette affaire se change en brume épaisse. En effet, les journalistes, tout comme la population, commencent à douter. Et si Marie Bénard était innocente, si cette affaire n'était après tout qu'un règlement de compte entre 2 femmes, Madame Pintou, la maîtresse, et Marie Bénard, l'épouse de Léon? Son attitude pendant l'audience sème le doute. Si lors du premier procès, son visage fermé ne laissait paraître aucune émotion, durant cette audience, elle pleure beaucoup et à chaque évocation d'un mort de sa famille, ses chers défunts comme elle les appelle, elle sort son mouchoir et se sèche les yeux. Ses ennemis pensent « comédie », mais ses amis y voient une vraie douleur. Les 2 instigateurs de l'affaire, Madame Pintou et Monsieur Massip, arrivent enfin à la barre. Auguste Massip a un comportement tellement exubérant et incompréhensible qu'il est prié de quitter le tribunal. Madame Pintou, celle par qui le drame a commencé, fait part de ses doutes quant à la culpabilité de Marie. Puis vient le tour des professeurs. Alors il ne s'agit plus du procès de Marie Bénard, mais de celui de la toxicologie. Le professeur Pied-de-Lièvre, qui a supervisé les analyses, est directement mis en touche lorsque, répondant à la question de l'avocat de Marie Bénard, maître Gautrat, « L'arsenic est-il soluble dans un environnement en décomposition ?» Il répond « Franchement, je n'en sais rien. » Essayant de se ressaisir, il enchaîne « Mais l'arsenic trouvé dans les cheveux, il n'est pas venu tout seul. » Pour le docteur Cohn-Abrest, il n'y a pas de doute, elle a bien empoisonné les victimes à l'arsenic. Les relevés parlent d'eux-mêmes. Pour le professeur Griffon, inventeur de la technique atomique,
Ses résultats sont les mêmes que ses confrères. Elle est donc coupable. Mais l'avocat de Marie va alors abattre ses cartes en posant 2 questions essentielles. Les doses d'arsenic trouvées dans les corps sont-elles mortelles? Et si oui, ont-elles été ingérées avant la mort ou étaient-elles incorporées aux macabres débris du cimetière de Loudun? Le centre du débat du procès de Bordeaux, c'est donc l'origine de l'arsenic qui peut se trouver dans des corps après avoir été inhumés. 2 écoles d'experts s'affrontent. Ceux qui disent l'arsenic n'est pas soluble dans l'eau. Les experts de la défense, qui sont au nombre de 3, qui sont menés par un grand scientifique qui est un ingénieur, qui s'appelle Monsieur Lepeintre, qui est assisté par Monsieur Olivier et par le professeur Kelling, affirment devant la cour d'assises qu'il se peut très bien, et compte tenu des taux que comprend la terre des cimetières, où il y a des objets en zinc sur les tombes, etc., et notamment la terre des cimetières de la Vienne, que l'arsenic retrouvé ne vienne pas d'une absorption ante-mortem, mais ait été ajouté lors de la période d'inhumation dans un caveau. Le mardi 30 mars 1954, c'est un nouveau coup de théâtre qui va encore faire repousser la conclusion du procès. Comprenant que les contradictions des spécialistes ne servent ni la justice ni la science, l'avocat général propose la nomination de nouveaux experts. Pour la défense, c'en est trop. Elle menace de se retirer. Vous voulez un nouveau procès, mais lequel? Celui d'une empoisonneuse présumée ou celui de la toxicologie? Malgré la confusion, on cite 3 nouveaux experts, messieurs Pierre Salvel, Lemoigne et Truot. Ils ont 3 mois pour refaire les analyses. Marie Bénard, elle, est à l'issue de ce 2e procès libérée provisoirement. Ses biens ont été saisis. Elle n'a plus d'argent pour régler sa caution d'1 200 000 francs. Alors là, il y a ce grand moment de la presse, c'est que Charles Trenet offre et annonce qu'il paiera la caution de Marie Bénard. Il est persuadé de son innocence, il insiste. Les avocats de Marie Bénard refusent, trouvaient que cet aspect d'un chanteur qui venait payer une caution, alors que par ailleurs, par derrière, ce qui était reproché, c'était quand même une ribambelle de mort, ça ne faisait pas sérieux. Et justement, le mot n'existait pas à l'époque, mais on entrait véritablement dans la pipolisation de l'affaire dont il ne voulait pas entendre parler. Finalement, la caution est baissée à 200 000 francs et des cousins de Marie vont la payer. Le 12 avril 1954, Marie Bénard est libre. Contre toute attente, elle décide de retourner vivre à Loudun. Son arrivée fait grand bruit. Ses proches, qui n'ont jamais cessé de croire en son innocence, sont là pour l'accueillir. Afin de rétablir sa vérité, pour la première fois, Marie Bénard s'exprime devant une caméra de télévision. Je voudrais que vous puissiez penser 1 minute seulement que je suis innocente. Oui, je suis innocente. Coupable ou innocente, Marie Bénard n'est pas sortie d'affaire. En effet, les 3 nouveaux experts qui avaient 3 mois pour rédiger un nouveau rapport ne le termineront que 7 ans plus tard. Et donc pour vérifier l'hypothèse avancée par la défense, on a fait exhumer des cadavres témoins des cimetières où étaient les corps des victimes présumées. Et les experts, par leurs analyses, ont à nouveau trouvé de l'arsenic, mais en quantité bien moins importante dans les cadavres témoins que dans les cadavres des victimes. Le 20 novembre 1961 s'ouvre le 3e procès de Marie Bénard. Elle est vêtue d'une robe noire à collerette blanche, paraît détendue et répond aux questions des journalistes. « Comment va votre morale ?»« Mon moral est bien meilleur que ma santé. »« Vous attendiez avec impatience cette dernière épreuve ?»« Ah, certes oui,
car je suis sûr que l'on reconnaîtra enfin mon innocence. » Ce moral extraordinaire, dit une des avocates, maître Favreau-Colombier, elle l'a toujours eu, même dans les moments où tout semblait se liguer contre elle. Tout au début du procès, le juge Nucy Saint-Saëns prend la parole. « J'aborde ce débat modestement, humblement, humainement. Je connais les insuffisances humaines, j'avancerai avec précaution, avec angoisse vers la vérité. » L'avocat de la partie civile, maître Decaune, prend à son tour la parole. « Ce procès n'est pas une partie de poker. Marie Bénard, que la justice des hommes qui va s'appesantir sur vous ne soit pas trop cruelle, en raison des tortures morales qu'a pu entraîner pour vous la longue durée de la procédure. » Enfin, le procureur général de Robert ajoute « La justice est un art difficile. Moi, je vous ai dit pourquoi je crois l'accusé coupable. C'est à vous, jurés, de prendre à votre tour vos responsabilités. Si vous n'avez pas la conviction que Marie Bénard est coupable, acquittez-la. » Recommence alors, devant la cour, le long défilé des experts. Les premiers experts continuant à soutenir mordicus que de toute façon, l'arsenic n'étant pas soluble dans l'eau, il ne peut pas y avoir de possibilité d'apport exogène. Et il y a encore là un dernier coup de théâtre qui n'est pas le fait du hasard. C'est que l'on apprend qu'il y a un très très grand scientifique qui s'appelle M. Bastis, qui depuis 1954 a refusé d'accepter cette thèse selon laquelle l'arsenic ne serait pas soluble dans l'eau. Il explique que les cimetières de la Vienne sont en sable, que les sables contiennent de l'arsenic et que, en outre, les caveaux sont en ciment et que le ciment, il y a de l'arsenic. Ce qui explique que tous les cadavres que l'on pourra toujours exhumer dans le cimetière de Loudun contiendront toujours de l'arsenic et que tous ces cadavres n'ont pas été empoisonnés. Il se tourne vers les jurés et il leur dit « Ils ont enterré leurs morts dans une réserve d'arsenic. » Et il termine « J'ai soulagé ma conscience, cette femme est innocente. » C'est le dernier expert entendu. Après, on fait revenir Madame Pintou, qui fait une déposition pitoyable, qui reconnaît qu'elle a entretenu des relations avec Marie Bénard pendant 2 ans après la mort de Léon, ce qui semble assez incompatible avec la conviction qu'elle pouvait avoir de sa culpabilité. Et le 12 décembre 1961, Marie Bénard est acquittée. La longueur du procès, le dépérissement des preuves, le retournement de l'opinion publique conduisent à l'acquittement par défaut de Marie Bénard. Ces 13 années de procédure judiciaire auront un retentissement exceptionnel tant dans le domaine juridique, avec la création de l'article 308 du Code pénal de 1958, interdisant l'accès des photographes pendant les audiences, que dans le domaine scientifique. On a pris conscience des erreurs qui avaient été faites pendant ce procès, des erreurs dans l'identification, la conservation des prélèvements, dans les analyses, dans l'interprétation des résultats. On a pris conscience que les experts avaient manqué de beaucoup de rigueur et que la procédure judiciaire n'avait pas été respectée. Et donc dans les années qui ont suivi, on a mis en place de plus en plus de règles en matière de pratiques de laboratoire. Donc de règles dans les prélèvements autopsiques, dans la conservation des scellés, des règles dans les analyses obligatoires et également sur l'accréditation des laboratoires de toxicologie médico-légale. En 1962, Marie Bénard publie ses mémoires. Les revenus de la vente s'ajoutent aux biens qu'elle continue à gérer. Des photos la montrent souriante, élégante, décontractée. Son physique n'est plus celui du temps de la mantille et du manteau noir. Le chapeau à voilette, le chemisier imprimé fleuri et le tailleur blanc la font ressembler à une élégante Madame Tout-le-Monde. À présent, Marie Bénard peut vivre heureuse. Elle rencontre Marius Bonnour, un veuf, mutilé de guerre,
et partage sa vie jusqu'à cette nuit de la Saint-Valentin en 1980, où elle s'éteint des suites d'un cancer des os. Selon ses dernières volontés, elle fit don de son corps à l'hôpital de Limoges. Ce geste mystérieux intrigue toujours les spécialistes de l'affaire. Certains y voient un aveu posthume et d'autres un acte d'amour pour ces chers défunts profanés. On peut penser que c'était une hypothèse qu'avait émise ma mère. Elle avait voulu à son tour que son corps connaisse le sort que, indirectement et involontairement, elle avait fait subir à tous ceux qu'elle aimait, tous ses proches. Mais ma mère, finalement, a pensé que ce qu'elle voulait surtout, c'était loin de la foule déchaînée. Elle n'a pas voulu d'obsèques. Elle n'a pas voulu que le Touloudain ressorte, que l'affaire revienne, et c'est ce que vous retrouverez aujourd'hui. Si vous parcourez les rues de Loudun, les gens, ils n'ont pas d'avis, ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne parlent pas de l'affaire Marie Bénard.